Au moins 7 personnes tuées lors de 2 frappes distinctes sur Beyrouth ce mercredi matin, alors qu'Israël annonce son intention d'occuper une grande partie du sud du Liban. Si Viktor Orban ne lève pas son veto sur le prêt de l'UE à l'Ukraine, Kaja Kallas se dit favorable à revenir au plan initial, saisir les actifs russes gelés. Au moins 7 personnes ont été tuées lors de 2 frappes distinctes sur Beyrouth tôt ce mercredi matin, a déclaré le ministère libanais de la Santé. Il a ajouté qu'au moins 24 personnes avaient été blessées alors qu'Israël affirmait avoir frappé un haut commandant du Hezbollah et un autre membre du groupe. D'autres frappes israéliennes ont également touché le sud du Liban alors que de violents affrontements avec les combattants du Hezbollah se poursuivaient. Dans le même temps, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré que son pays avait l'intention d'occuper une grande partie du sud du Liban dans les termes les plus fermes utilisés par Israël depuis l'invasion de son voisin du nord. בנוסף תאפשר באופן מוחלט חזרתם דרומית לליטני של למעלה מ-600,000 תושבי דרום לבנון שהתפנו צפונה עד שיובטח ביטחונם ושלומם של תושבי הצפון. כל הבתים בכפרים סמוכי הגבול בלבנון ייהרסו בהתאם למודל רפיח ובית חנון בעזה כדי להסיר אחת ולתמיד את האיומים סמוכי הגבול מעל תושבי הצפון. Plusieurs réactions politiques, notamment le ministre libanais de la Défense, Michel Menassa, qui a rapidement condamné ces propos, affirmant que ces plans reflétaient une intention claire d'imposer une nouvelle occupation du territoire libanais et de déplacer de force des centaines de milliers de citoyens. Le Premier ministre canadien Mark Carney a de son côté dénoncé le déploiement de troupes israéliennes contre des cibles du Hezbollah au Liban, le qualifiant d'invasion illégale qui viole l'intégrité et la souveraineté du pays. Les autorités libanaises affirment que la guerre a fait jusqu'à présent plus de 1200 morts et déplacé plus d'1 million de personnes. L'UNESCO se dit choqué par les dommages infligés au patrimoine culturel iranien. L'agence onusienne pour l'éducation, la science et la culture recense des dizaines de sites classés touchés par les bombardements. اولا ببین چه اینها پرایسلسه به تعبیری اینها غیر قابل جبرانن چجوری میشه اینها رو تعبیر کرد. Le responsable de la commission iranienne de l'UNESCO s'exprimait ce mardi à l'occasion d'une conférence de presse organisée à Téhéran. Hassan Fartoussi accuse les États-Unis et Israël d'avoir délibérément visé des sites classés et les frappes en ont endommagé selon lui 132. بی‌دفاع‌تر از میراث فرهنگی و میراث طبیعی که نیست. به نظرم در یک جمله هدف قرار دادن میراث فرهنگی هدف قرار دادن هویت انسانیه. اگر دغدغه انسان داریم لازمه که حرمت میراث فرهنگی رو نگه داریم. Au nord de Téhéran, le palais de Saadabad a été touché le 27 avril. Le complexe est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et certaines destructions pourraient être irréversibles. Face au veto hongrois qui bloque l'aide européenne à l'Ukraine, Kaja Kallas propose de revenir au plan initial, saisir les actifs russes gelés. La chef de la diplomatie européenne s'est exprimée lors d'un déplacement à Kiev pour les commémorations du massacre de Boutcha. C'était il y a 4 ans. Les troupes russes avaient envahi la ville et des centaines de civils y avaient été tués. The loan that we are working right now to deliver, that we agreed in the end of last year, but let me remind you that that was actually Plan B. Plan A was the use of frozen assets. So we should also keep in mind that if Plan B does not work, let's go back to Plan A. But we definitely need to deliver Ukraine the financing that they need to resist the Russian aggression. Selon l'agence de presse Bloomberg, l'Ukraine dispose de fonds suffisants pour couvrir ses dépenses militaires jusqu'en juin. Russia must not be left in any position that it could see as better than before, not in territory, not in technologies, not in politics. This is essential for peace and Europe.
Volodymyr Zelensky compte par ailleurs tirer des revenus de l'accord de coopération sécuritaire signé avec plusieurs pays du Golfe. Le président syrien reçu au 10 Downing Street par Keir Starmer. C'est la première visite au Royaume-Uni d'Ahmed El-Shara. Le Premier ministre britannique a salué l'action de l'ancien djihadiste contre l'État islamique et la coopération de Londres et Damas dans la lutte contre le terrorisme. Keir Starmer dit aussi espérer des progrès sur la question migratoire et renforcer la collaboration des deux pays en matière de retour. Entre 2011 et 2021, 30 000 Syriens ont obtenu l'asile au Royaume-Uni. Dans la même période, l'Allemagne en a accueilli 1 million. Ahmed El-Shara et Keir Starmer ont par ailleurs évoqué la guerre au Moyen-Orient et la nécessité de trouver un plan viable pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Le président syrien a également été reçu au palais de Buckingham par le roi Charles III. Ahmed El-Shara a 43 ans et dans une autre vie, en 2012, il avait fondé en Syrie le Front Al-Nosra, un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda. Un pétrolier russe à Cuba ce mardi, première livraison de pétrole dans l'île depuis 3 mois. À bord de l'Anatoly Kolotkin, sous sanction internationale, 730 000 barils de brut. Jusqu'à ce jour, Cuba subissait un blocus énergétique total imposé par les États-Unis depuis l'enlèvement de l'ex-président vénézuélien Nicolás Maduro début janvier. Les approvisionnements de brut vénézuéliens cruciaux pour Cuba s'étaient alors taris. Le président américain a créé la surprise dimanche en laissant le navire russe accéder à l'île, ceci afin de calmer les tensions avec Moscou. Ce laissez-passer reste cependant une exception, assure la Maison-Blanche. This is not a policy change. There has not been a formal change in sanction policy. As the president said last night, we allowed this ship to reach Cuba in order to provide humanitarian needs to the Cuban people. These decisions are being made on a case-by-case basis. And as the administration has said, Cuba's non-functional economy cannot be fixed unless they undergo dramatic political and leadership change. But there has been no formal change with respect to sanction policy. L'embargo des États-Unis a entraîné un effondrement quasi total de l'économie de l'île déjà moribonde, ainsi que des pénuries médicales et alimentaires. Les organisations humanitaires craignent d'assister à une crise d'ampleur à Cuba si le blocus se poursuit. Journée nationale de grève des enseignants ce mardi, point d'orgue d'une semaine d'action entamée lundi et qui s'achèvera vendredi à l'appel de l'intersyndicale de l'éducation nationale. Principale revendication, dire non aux fermetures de classes et aux 4000 suppressions de postes redoutées à la rentrée prochaine. Dans notre école, ça veut dire donc beaucoup plus d'élèves par classe. Ça veut dire aussi déjà qu'on n'a pas assez d'AESH pour compléter les heures, donc ça veut dire des enfants porteurs de handicap qui n'ont pas d'AESH. En janvier dernier, le ministre de l'Éducation nationale avait évoqué une chute démographique vertigineuse, avec 107 000 élèves de primaire en moins à la rentrée 2025 par rapport à celle de 2024, soit une baisse de 1,7% sur un an. Sous prétexte de baisse démographique, c'est-à-dire il y a moins d'élèves, donc du coup on enlève des postes, alors qu'on aurait pu profiter de cette baisse démographique pour laisser les moyens tels quels, et à ce moment-là, de pouvoir avoir des meilleures conditions d'enseignement pour les élèves. Les classes sont déjà bien garnies. En moyenne, les classes de primaire comptent en France 3 élèves de plus que la moyenne des pays européens de l'OCDE. Au collège, ils sont 5 élèves de plus. C'est la Gestapo, vous êtes juif, on vient vous arrêter. Témoigner pour ne jamais oublier. Ginette Kolinka est l'une des dernières survivantes de la Shoah en France. Et malgré les années, elle continue de raconter son histoire, parfois plusieurs fois par semaine, devant les publics de tous âges. De son arrestation par la Gestapo à 19 ans, avec son père, son frère et son neveu en mars 1944, à ces longs mois passés dans le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. On exige de nous la nudité totale. Il faut enlever les culottes. La haine des nazis envers les juifs était telle qu'ils ont été chercher tous les détails
qui pouvaient nous faire souffrir. Ginette Kolinka a longtemps été réticente à raconter son histoire. Il a fallu une sollicitation d'une association d'anciens déportés et les appels insistants d'un enquêteur de la Shoah Foundation, une vaste entreprise de recueil de témoignages lancée par le réalisateur américain Steven Spielberg au début des années 2000, pour qu'elle s'engage comme ambassadrice de la mémoire de la Shoah. Aujourd'hui, elle concentre ses interventions dans les établissements scolaires pour transmettre aux jeunes générations. Alors naturellement, on a dû me poser des questions. Et ce que je me rappelle, c'est la réponse que je faisais. Si ça devait arriver, encore une fois, j'espère que jamais, 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 eh bien, et que j'avais un enfant, eh bien, je préférerais l'étrangler de mes propres mains que de le faire subir ce que j'ai subi. Pour moi, c'était une réponse qui voulait tout dire. Un témoignage marquant, suivi de discussions sans tabou. Les élèves sont captivés. C'est une femme formidable. C'est formidable de l'avoir en face de nous. Cette force de témoignage, cette force mentale en fait qu'elle a, d'être devant nous, d'être devant une salle pleine d'élèves, et puis on est tous hyper intéressés. C'est une joie pour nous d'être là. Je pense vraiment que cette femme est extraordinaire. On trouve le même mot pour la décrire. C'est magique d'entendre ça. C'est triste. Pour son engagement inlassable de passeuse de mémoire, Ginette Kolinka a été nommée commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2024. À 101 ans passés, elle affirme vouloir continuer ses interventions dans les écoles aussi longtemps qu'elle le pourra pour transmettre son message de tolérance aux plus jeunes.